Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Paris aujourd'hui avec Jacques Salomé. Bonjour Jacques. Bonjour à vous. Quel plaisir de pouvoir s'entretenir de nouveau après le grand succès de la dernière vidéo, peut-être lié au sujet. Nous avions parlé de Femme Fontaine, d'éjaculation féminine, un sujet qui n'est pas beaucoup traité. Et j'ai beaucoup aimé le ton de cette interview, votre générosité à expliquer ce que c'est Femme Fontaine. Vous avez recueilli depuis plein de témoignages et vous avez écrit un livre, L'effet source, rencontre avec les femmes fontaines. Qu'est-ce que les femmes fontaines? Qu'est-ce qu'une femme fontaine? Commençons par déjà expliquer un petit peu ce phénomène. C'est un phénomène? Un phénomène, c'est un phénomène qui apparaît dans l'acte d'amour. Et alors, il y a plusieurs mots pour nommer les femmes fontaines. Femme fontaine, femme source, éjaculation féminine. Ça veut dire, ce sont les femmes qui, au cours de l'acte amoureux, des préliminaires ou pendant l'acte amoureux, produisent un liquide qui n'a rien à voir avec la lubrification, puisque je ne vais pas faire un cours de sexologie, mais la lubrification chez la femme, c'est l'équivalent de l'érection chez l'homme. Ça montre qu'elle a du désir ou qu'elle est prête à accueillir un désir venant vers elle. C'est donc la production d'un liquide qui a parfois une certaine importance, ce qui fait que ça a été assimilé à tort souvent et parfois à de l'incontinence. Et c'est les témoignages que j'ai reçus. Beaucoup de femmes ont dit « Ah, la première fois où ça m'est arrivé, j'ai cru que j'avais fait pipi au lit, j'étais gênée. » Parce que ça peut être un écoulement comme ça relatif, mais parfois il y a une sorte d'abondance. Et surtout, c'est pour ça que je n'aime pas le mot éjaculation féminine, parce que, je le dis comme ça, l'éjaculation masculine, c'est 19 saccades. Toc, 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 et après, il faut se gratter si on veut aller plus loin. L'éjaculation féminine, c'est d'une abondance incroyable, et c'est pour moi d'ailleurs le signe, c'est ce qui m'émeut d'ailleurs dans cette rencontre-là, c'est le signe de la générosité, de l'abondance, c'est comme ça que je vois les femmes. Ça doit être d'ailleurs quelque chose d'assez archaïque, c'est comme si ça venait avant la sexualité, c'est charnel. C'est charnel, vous voyez, cette sorte d'écoulement. Alors, on sait maintenant que ça vient de la glande de Skene, qui est une glande située sur le plafond supérieur du vagin, pas très loin, dit-on, du point G, et qui produit ce liquide, donc qui n'a rien à voir, bien sûr, avec l'urine. Je crois savoir qu'on en a fait l'analyse, d'ailleurs, l'analyse chimique, et que c'est équivalent, la composition chimique, au sperme, mais sans les spermatozoïdes. Voilà. Dans un liquide incolore, légèrement sirupeux, qu'une de mes filles d'ailleurs appelle le miel de l'amour, et je trouve cette expression formidable pour nommer déjà ce liquide. Donc les femmes fontaines sont celles qui s'autorisent, dans le sens d'être auteur, vous voyez, d'être auteur, qui s'autorise à produire ce liquide qui surgit et qui participe à ce que j'appelle moi la fête des corps. Alors ce qui est magnifique, c'est depuis que vous avez décidé d'écrire ce livre-là, vous avez recueilli plein de témoignages, et donc il y a plein de personnes et de femmes qui viennent à vous, et vous dites moi aussi je suis femme fontaine, donc je suppose, ça vous aide à expliquer ce qui se passe aussi, et vous en découvrez probablement d'autres. Tout à fait. Alors, ce qui me touche d'abord, c'est cette confiance. Ça n'arrivait jamais avant. Quand ils voient le titre, le livre et surtout le sous-titre, Rencontre avec des femmes fontaines, comme ça, un maître de moi dans les salons du livre, dans les librairies où je signe mon livre, je vois des femmes qui disent, mais vous savez, moi aussi, je suis fontaine. J'en ai jamais parlé. Ou dernièrement, un homme, il a vu le titre, il dit, oh, je vais l'offrir à mon ami parce que on vient de découvrir ça il y a 5 ou 6 jours, et nous vivons ensemble depuis 6 ans. Donc, ça c'est important parce que ça veut dire que pour que ce phénomène se crée, ça, pour moi, ça veut dire que il faut une sorte de confiance, il faut une sorte d'abandon, de lâcher prise, parce que ce surgissement de femmes sources qui jaillit comme ça, qui se répand. Bon, je vais le dire avec beaucoup de simplicité, j'ai rencontré ça dans ma vie, j'ai 77 ans cette année, je peux le dire sans rougir. Quand j'avais 27 ans, jusqu'à l'âge de 27 ans, je savais même pas que ça existait, personne m'avait parlé.
je n'avais pas vécu cette rencontre-là. Et avec cette partenaire-là, ça a été comme un éblouissement. Et j'ai eu une gratitude, une sorte de, comment dirais-je, j'avais l'impression que j'avais grandi de l'intérieur. C'est curieux ça, parce que j'ai bien senti que là se faisait une véritable rencontre. Et d'ailleurs, une autre de mes filles, dont je suis père de 3 filles et de 2 garçons, c'est des adultes dont nous parlons librement. Une autre de mes filles m'a dit, tu sais papa, quand on est femme fontaine, c'est le passage de la communication sexuelle à la communion sexuelle. Et j'ai aimé ce terme-là, communion sexuelle. Quand, voyez-vous, 2 êtres, ça peut être 2 femmes entre elles, ou un homme et une femme, quand 2 êtres, dans cette rencontre qui est inouïe, la rencontre amoureuse, la rencontre d'amour, je préfère appeler ça comme cela, la rencontre d'amour, qui ont suffisamment confiance, qui sont suffisamment ouverts, qui sont tournés vers l'autre. Oui, ça aussi c'est très important de le dire. J'ai interviewé à peu près 320 femmes et toutes le disent. Elles le disent avec des fois un certain humour en disant, enfin Jacques Salomé, pour être fontaine, il faut parfois rencontrer un sourcier, pas un sorcier, un sourcier. Et elles disent toutes, c'est-à-dire un homme qui n'est pas pressé. Un homme qui n'est pas pressé. Un homme qui est plus tourné vers notre sexe que vers le sien. Et ça m'a fait bien comprendre un autre aspect de ce problème, c'est-à-dire la dérision des fois que je rencontre, le déni. Oui, ça c'est des femmes hystériques, ça c'est malade, comme si c'était assimilé, voyez-vous, à une pathologie même. Voyez, il y a des jugements de valeur qui sont incroyables de la part des hommes et qui m'a fait comprendre, parce que les dénis, la dérision sont trop fréquents pour l'attribuer, voyez-vous, à un phénomène personnel, relié à l'histoire personnelle des hommes. Et je pense, moi, que c'est lié à une sorte d'inconscience, de jalousie inconsciente de la part des hommes. Je disais tout à l'heure, l'éjaculation masculine, 19 saccades, l'éjaculation féminine, c'est infini, c'est infini. Même s'il y en a qui me disent, bon, on va pas changer les draps tous les soirs, etc. Mais bon, c'est des petits détails, c'est pas grave, une serviette éponge. J'essaie d'être pragmatique parce que je me rends compte quand même que ces petits éléments, vous voyez, renforcent les résistances des fois, ou freinent cette capacité à s'ouvrir. C'est un mot juste, s'ouvrir, s'abandonner. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de pression sur les hommes, aussi sur les femmes, sur le couple, avec la pornographie, avec tout ça. Ça met des fois la barre haute et ça enlève le côté amour spontané où on se laisse aller. Il y a aussi un problème de temps, je suppose, dans notre société. Il y a pas mal de choses qui font que l'amour a perdu de... Ça me rappelle d'ailleurs un de vos autres livres, Aimer l'amour. On en revient à ça. C'est vrai que... C'est très juste ce que vous dites. Ça veut dire, j'ai été frappé de la fréquence avec laquelle c'était associé à la pornographie. Et avec même des termes très graveleux, des termes qui sont pour moi inacceptables quand il s'agit de parler de la femme, de l'amour et de cette relation incroyable. Parce que je crois que nous, les hommes, nous n'avons pas conscience de ce que ça représente faire l'amour. Ça veut dire qu'une femme accepte de laisser rentrer un corps étranger dans son corps, que ce soit le sexe, la main, la bouche, pourquoi pas. Donc déjà, voyez-vous, cette confiance-là d'accepter la réception de quelque chose d'étranger. Ça suppose, je réfléchissais à ça, une confiance, un abandon une fois de plus dans le sens de lâcher prise. Mais c'est pas neutre ce mot abandon, parce que vous savez que beaucoup de femmes en particulier ont peur de s'abandonner, donc d'aller vers le plaisir, parce qu'elles ont peur d'être abandonnées. La difficulté à s'abandonner dans la rencontre sexuelle est souvent liée à la peur d'être abandonné. On aime cet homme, ce partenaire, il paraît fiable, etc. Il y a toujours le doute. Est-ce que je suis vraiment la femme de sa vie? Est-ce que je suis celle
Est-ce qu'il est aussi pour moi? Mais cette peur d'être un jour abandonné, rejeté, va entraîner beaucoup de blocages, Et des fois, on dénoue, moi je le vois dans les sessions de formation, on peut dénouer comme ça ce qui était vécu comme un blocage ou comme une difficulté à aller vers le plaisir, vers l'abandon, par cette prise de conscience que si j'ai suffisamment de confiance en moi, si je m'aime suffisamment comme femme, comme partenaire amoureux, eh bien, voilà, j'ai moins de résistance, moins de peur, moins d'angoisse à lâcher prise. Oui, moins de retenue à aimer plus profondément au-delà de ce qu'on a pu connaître avant, se laisser aller à un amour qui est finalement infini. Donc ça revient à l'ouverture de cœur, quelque part. Ça relève, c'est vrai, de l'ouverture du cœur. Et le mot ouverture me paraît important. Je vais tenter de dire pourquoi. Même si ça paraît un peu puéril ce que je vais dire. Voici, mettons, un sexe masculin et voici le sexe féminin. Souvent, beaucoup de femmes, toujours, font ceci. Ça veut dire qu'elles attirent le sexe à elles. Alors, soit pour stimuler le plaisir de leur partenaire, mais ce faisant, elles ferment. Toutes les zones de plaisir sont ici. Alors donc, vous voyez, comme si elles enfermaient, je m'excuse de ce petit cours, mais c'est très bien, rentrons dans la technique, c'est important. Mais c'est très important parce que moi j'invite au contraire, quand nous en discutons comme ça, poussez au contraire, ouvrez-vous. Et là, les cellules se multiplient par 150, vous voyez que c'est comme si c'était une sorte de parabole qui s'ouvrait pour capter tous les signaux amoureux, sexuels, physiques, sensoriels, qui vont venir de l'autre, du sexe de l'autre ou de son regard. Les femmes le disent aussi, quelqu'un qui me regarde, quelqu'un qui ne ferme pas les yeux, quelqu'un qui me parle aussi, qui vous voyez cette notion d'être tourné, centré sur l'autre, et donc d'avoir cette sorte d'accord au sens musical du terme. Vous voyez, comme si l'amour de l'un était une note de musique, l'amour de l'autre également une note de musique, et quand ces deux notes de musique se rencontrent, s'harmonisent au sens musical du terme, vivre ensemble, et que ça fasse du Mozart ou du Jean-Sébastien Bach ou du Jean-Jacques Goldman, si on aime Jean-Jacques Goldman, ça je crois pour moi que c'est un des aboutissements. Là, à l'âge que j'ai, je crois que j'ai bien saisi, j'ai bien entendu ça dans mon corps et dans la rencontre que je peux avoir avec ma blonde qui est brune, de cet accord, cette harmonie possible, pratiquement fréquente à chaque rencontre, mais on n'est pas toujours ouvert, on n'est pas toujours disponible, on a aussi des préoccupations, parce que c'est un moment clé, la rencontre sexuelle. Vous savez que c'est ce qui caractérise une relation de couple par rapport à toutes les autres relations, la possibilité d'une rencontre sexuelle. Et quand j'entends autour de moi des couples qui me disent « Oui, ben ça fait 7-8 ans qu'on ne fait plus l'amour. » Ça arrive fréquemment, oui. Mais ils ne sont pas couples, ils ont une relation de cohabitation économique. Ils élèvent ensemble un frigidaire, un chat, un appartement de 80 mètres carrés. Voilà. Parce que ça, il faut vraiment le dire. Ce qui caractérise la relation de couple, qu'il soit hétéro ou homosexuel, qu'importe, c'est la possibilité d'une rencontre sexuelle et de préférence une rencontre épanouie dans laquelle chacun des partenaires bien accède au plaisir, au-delà du désir, accède au plaisir. Qu'est-ce qu'un homme a besoin de savoir? Quels sont vos conseils? D'après ce que j'ai compris, toutes les femmes sont potentiellement fontaines. Donc est-ce qu'il y a des techniques? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous conseillez aux hommes? Alors, mon point de vue, effectivement, c'est que je crois que toutes les femmes sont potentiellement fontaines. Bon, il y a celles qui le savent et celles qui ne le savent pas encore. Donc, qui sont en attente ou qui pourraient découvrir un partenaire qui sont centrés. Alors, je ne crois pas qu'il y ait des techniques, mais il y a plutôt une attitude profonde. Bon, être tourné vers l'autre. Parce que ce qu'il faut dire aussi, et ça, les femmes devraient le savoir, c'est que les hommes ont peur de perdre l'érection. C'est ce qui explique qu'ils rentrent trop vite. Ils vont trop vite. Toutes, elles le disent, toutes. Quand
j'écrivais dans Psychologie, les milliers de témoignages que je recevais, ils vont trop vite, ils m'attendent pas, alors j'aime son désir, mais comme son désir n'attend pas le mien, comme son désir presque recouvre le mien n'a pas, le temps n'a pas. Donc déjà, c'est pas grave de perdre l'érection, elle reviendra une heure ou le lendemain matin, qu'importe. Donc déjà, cette sorte de mythologie, un lâcher-prise sur la mythologie de beaucoup d'hommes, parce qu'ils associent ça à la virilité, à être toujours garde à vous, être toujours présent. Hein. On en revient à cette pression qu'il y a quand même sur les hommes. Et je pense que c'est aussi lié au porno et à d'autres choses, à une société, à des femmes aussi qui sont plus fortes de nos jours peut-être. Et on est dans la performance aussi quelque part. Et plus désirante, oui. Plus désirante, parce que moi, je viens d'une génération où les femmes n'osaient pas dire leur désir. Elles avaient peur d'être vues comme des femmes trop faciles, presque des prostituées, si elles disaient « j'ai envie de toi » ou « j'ai envie de faire l'amour avec toi ». Donc moi, je viens de cette génération d'hommes qui ont été souvent frustrés parce qu'ils avaient l'impression que c'était toujours eux, que si on faisait rien, si on faisait pas un geste, une invitation, il se passait rien. On s'endormait, on n'était pas en conflit, on n'avait pas une mauvaise relation, mais il se passait rien. Alors ça, avec ce qu'on appelait, ce que j'appelle moi la fausse révolution sexuelle des années 70, mais qui a quand même autorisé, invité les femmes et leur permettre de se présenter, de se situer dans la rencontre sexuelle comme désirante. Voilà. Et vous l'avez souligné, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, c'est souvent les hommes qui sont un petit peu en souffrance. Vous savez qu'avec la crise, l'angoisse les chômeurs, beaucoup de chômeurs sont devenus impuissants, je mets entre guillemets, ont perdu l'appétence sexuelle, le désir est tombé, et les femmes souffrent aujourd'hui. Les témoignages que je reçois de la part des femmes, c'est que elles sont désirantes, elles sont demandantes, elles sont très participantes à la communication sexuelle. Et puis, je voudrais également apporter une information que peu de gens peut-être savent. Le film Emmanuel, qui a eu, vous savez, il y a 30 ans, le film Emmanuel, ce film a eu un pouvoir éducatif, mais incroyable, sur les femmes. Parce qu'il y avait une scène de masturbation. Et combien de femmes ont dit, mais moi j'ai découvert la masturbation à travers ce film. Et j'ai découvert que je pouvais me caresser sans me sentir coupable, que je pouvais me donner du plaisir, et même pendant la rencontre sexuelle, parce que on peut le dire, le pénis n'est pas toujours le plus adapté, parce qu'il y a, vous savez, le tenon et la mortaise, il y a un petit décalage. Ça peut être la main, ça peut être la bouche, ça peut être le succès des sextoys. Aujourd'hui, par exemple, je suis pas tellement pour ça, je fais pas partie de cette génération, mais je suis conscient quand même que le pénis n'est pas toujours l'outil, l'instrument le plus adapté pour donner du plaisir, pour faire des enfants, oui, pour procréer, pour faire au sens, faire l'amour, oui, mais pour accéder à cette rencontre du partage du plaisir, dont c'est pas nécessairement le pénis. Donc ça veut dire que beaucoup de femmes, même, j'ai des témoignages, se caressent pendant que l'homme est à l'intérieur d'elle, et ça pose pas de problème, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de... Comment on n'a pas peur de blesser son partenaire. Des femmes me le disent en disant je n'osais pas, c'est comme si je me caressais, c'est comme si je lui montrais qu'il n'était pas à la hauteur, il était insuffisant. Mais non, il est pas, c'est pas qu'il soit pas à la hauteur, c'est pas qu'il est insuffisant, c'est qu'il faut parfois une stimulation, petite chose, parfois de rien du tout, un effleurement très subtil des fois pour faire cette sorte d'implosion. Parce que je crois que l'orgasme est de l'ordre de l'implosion. C'est pas une sorte d'explosion, mais une implosion intérieure qui se répand, qui s'offre à l'autre et qui je l'espère, parce que nous les hommes, nous avons notre recherche du plaisir, certainement, et accéder au plaisir. Mais quel plaisir de donner du plaisir. Et vous savez que beaucoup d'hommes se sentent des fois impuissants. Non pas parce qu'ils n'ont pas accès au plaisir, parce qu'ils n'arrivent pas à en donner. Oui. Et ils se sentent blessés profondément. Comme si
il n'avait pas su, comme si il n'était pas arrivé. Donc ça vient bien aussi de la femme, et qu'est-ce que vous avez ressenti chez ces femmes fontaines qu'elles faisaient? Donc l'homme, lui, est à l'écoute, la femme aussi, c'est une communication, c'est un nouveau langage, c'est une musique, c'est une symphonie, mais la femme, elle, qu'est-ce qui distingue une femme fontaine d'une femme normale, ou qui n'arrive même peut-être pas à avoir même un orgasme? Il y a différentes phases, hein. Voilà, il y a des problèmes psychologiques aussi, je suppose. Psychiques, des blocages, des résistances. Alors ce que je peux dire maintenant pour les femmes, c'est que une femme est, je vais le dire en quelques mots parce que c'est relativement simple, toutes les femmes peuvent faire cela, mettre 2 doigts dans leur sexe et toucher le plafond supérieur. Et puis, je vais faire rire peut-être en disant cela, tousser ou rire, mais les gens ne rient plus aujourd'hui. Alors, si on peut rire, c'est formidable de rire avec son sexe. Vous savez, les bébés, ils ne rient pas avec la bouche, ils rient avec le ventre. Si vous voyez rire un bébé, il rit avec le ventre. Eh bien, pouvoir rire avec son sexe, et on sent une partie qui gonfle autour de la glande de Skene, justement. Eh bien, simplement, déjà pour les femmes, repérer cette zone de sensibilité. On le sent avec les doigts. Ensuite, on n'a plus besoin de mettre les doigts et on peut soit un peu tousser, soit un peu pousser, un peu comme au moment de l'accouchement. Vous voyez, une fois de plus, au lieu de garder son sexe comme un petit renard un peu affolé au fond du vagin, oser le pousser, oser l'amener à la lumière, oser l'amener au soleil. Ça, c'est un tout petit exercice que chaque femme peut faire, et pour se réconcilier avec son sexe. Parce que je vais encore dire quelque chose. Et puis il y a un côté sacré aussi qu'il faut qu'on restaure. Il y a aussi ça, je pense, que la femme des fois se donne, et c'est même sûr, trop facilement. Et là, ça perd de son côté sacré, hein, aussi. Vous avez raison, c'est de l'ordre du sacré au sens du fait que il y a du divin, et que ce divin, il est à nous. On peut le mettre au-dessus, mais il y a une part du divin à nous. Pour compléter ce que je veux dire par rapport aux femmes, non, leur apprendre à repérer la zone et à pousser cette zone. La repérer au début avec, pas besoin de mettre une fois ou 2 les doigts simplement pour repérer. Mais pour se rappeler aussi, vous savez, j'ai beaucoup étudié ce phénomène. De près de près, mais antérieurement. Comme je suis père de 3 filles et grand-père de 4 petites filles, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que les mères ne s'intéressent au sexe de leurs filles que quand ça va pas. Et ça, vous savez, ça laisse des traces. Par exemple, maman, c'est tout collé. Ben, attends, ma chérie, je vais te laver le matin. Maman, ça pique. Ben, je vais te mettre un peu de pommade. Maman, je saigne. Ah, t'es une femme. Quelle est la mère qui... Et ça, c'est très important parce que je crois que les messages sexuels passent des mères aux filles, pas des pères, des mères aux filles. Quelle est la mère qui pourrait dire, tu sais, le sexe des garçons, il est plutôt à l'extérieur, il change de forme, de couleur, de bouge. Le sexe des petites filles, il est plutôt à l'intérieur, mais aussi, il change de forme, il bouge, il s'agrandit, il change de couleur, il respire, il danse, il peut rire. Le jour où on apprendra aux petites filles qu'elles peuvent rire avec leur sexe. Vous avez vu comment on reconnaît une petite fille d'une adolescente? Les petites filles ne marchent pas dans la rue, elles dansent. Elles sautillent, elles dansent. Elles trottinent. Et puis, à un moment donné, avec l'arrivée souvent des règles ou des signes de la féminité, il y a une sorte de, pas de honte, mais de resserrement. Petite rigidité, oui. De rigidité qui s'installe. Et ça, c'est grave, parce qu'elles perdent quelque chose. Moi, je suis émerveillé quand je vois dans la rue une mère ou un père avec une de ses filles, et qu'elle trottine, qu'elle saute, etc., et qu'elle est là. Parce que, vous voyez, parce que la sexualité se repose sur la sensorialité, sur l'éveil de tous les sens. C'est pas uniquement au niveau des organes sexuels. Chacun, c'est une banalité de le dire aujourd'hui, chacun le sait, mais c'est la participation de tous les sens. C'est pour ça que les femmes qui témoignent disent j'aime quand il me regarde, j'aime quand il me parle, quand je sens son souffle, sa respiration, toute la montée de son énergie à un moment donné, tout ça. Et moi-même, j'ai l'impression de rentrer dans ce tourbillon, etc. Tout ça participe, vous voyez, au possible
d'un épanouissement sexuel. Et je crois que il n'y a pas d'aventure plus merveilleuse. Je crois que pour un homme, pour une femme, d'aller vers ce que ma fille appelait la communion sexuelle. Voilà, cette fête des corps. Quand musicalement, ces deux notes-là se rapprochent, s'harmonisent et font du Mozart. J'adore Mozart, moi. Et chaque danse est différente, chaque composition est différente. On reste trop longtemps dans le « Ah, ça a marché et je refais ça hein. ». Il faut s'en défaire aussi. Il faut s'inventer. C'est une création chaque fois. C'est vraiment, au sens fort du terme, une sorte de création. Ça veut dire, vous voyez, on ne fait pas l'amour, on est un amour. Au fond, faire l'amour, c'est inventer de l'amour, voilà. Mettre au monde, voilà, je cherchais le mot, mettre au monde un peu plus d'amour. Il me semble que chaque fois, je ne veux pas trop devenir trop lyrique, mais il me semble que chaque fois qu'un homme et une femme font l'amour, il me semble, et qu'il y a cet accord, il me semble qu'ils mettent plus d'amour au monde. Et nous en avons besoin aujourd'hui. Nous en avons besoin. Et ça rejoint le sacré dont vous parliez tout à l'heure. Oui. Et ça rejoint aussi l'évolution de l'être humain. Qu'est-ce qu'un être humain aussi? Je sais que vous avez écrit 64 livres, certainement 74 bientôt, au rythme où vous allez. Mais c'est vrai que c'est important de réaliser qu'on est en train d'évoluer, qu'on peut évoluer, qu'il n'y a pas d'âge pour évoluer, et que voilà, que la sexualité, ça montre quand même que la sexualité, elle aussi évolue, fait partie intégrante de cette évolution humaine, une évolution plus consciente, où on est plus dans le moment présent, où on s'abandonne au moment présent, le temps n'existe plus, hein, l'espace-temps, tout ça change. Et ça, c'est d'autant plus nécessaire, vous avez peut-être remarqué qu'il y a comme une sorte d'accélération du temps aujourd'hui. Parce qu'on est sollicité par 1000 choses à la fois, même au cours de cet entretien, il y a plein de signaux qui viennent de l'extérieur. Quand je pense à ma grand-mère, elle a rencontré combien? 120 personnes dans sa vie, 150 au maximum. Vous et moi, on a rencontré des millions, des personnes réelles et virtuelles, à travers la télévision, Internet, etc. Donc, on est bousculé, et vous avez prononcé un mot très important, être au présent, là. Et le mot présent a plusieurs sens. Le sens d'être un cadeau, un présent, et d'être ici et maintenant. Donc, d'être un présent au présent. Et c'est peut-être encore une petite île là, parce que la civilisation nous rattrape, nous bouscule. Pendant des années, j'allais au désert, jusqu'au moment où j'ai vu des hélicoptères, où j'ai vu des 4x4, etc. Et donc, la civilisation nous rattrape. Eh bien, s'il y a peut-être une petite île, un petit berceau, un petit berceau d'intimité, c'est l'amour. C'est évidemment, si on a la télévision dans sa chambre, ça c'est mortel, c'est mortel. Donc que la bulle intime, la bulle de l'intimité qui doit être créée dans la rencontre sexuelle, c'est peut-être un des derniers îlots comme ça de liberté d'être. La liberté d'être soi-même, d'être vous-même, ou que l'autre soit le plus lui-même. Le plus la femme qu'elle est. Moi, j'ai 77 ans et je suis dans ce mouvement, je m'émerveille encore. Je suis partie prenante pour toutes ces découvertes, cette inventivité qu'est l'amour et la rencontre sexuelle. Oui, on sent chez vous votre partie masculine, féminine, les deux sont vraiment ouvertes et vous l'acceptez pleinement. Hein. Vous avez un côté féminin aussi et masculin. Oui, on me le dit. Il est venu un peu tard dans ma vie, autour de 30 ans, 35 ans seulement. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Une séparation, une rupture amoureuse, qui m'a mis au monde, hein, qui m'a vraiment réveillé, parce que, bon, je le dis sans trop rougir, j'étais un Cro-Magnon, je croyais avoir raison, moi je savais ce qu'il fallait faire, etc. Et je passais à côté beaucoup de choses. Et cette séparation qui a été demandée par l'autre, et donc qui m'a été imposée, alors m'a ébranlé, m'a obligé à un travail sur moi, ce qui fait d'ailleurs que 10 ans après, je le remerciais de m'avoir quitté.
Je l'ai remercié. J'ai fait une lettre en disant « Je te remercie parce que je ne serais pas devenu l'homme que je suis si tu ne m'avais pas quitté. » Ça m'a fait découvrir aussi d'autres relations, d'autres rencontres possibles. Alors, c'est vrai je sens qu'il y a une part de féminin, surtout dans mon écriture, on me le dit, ce qui explique que 80% de mes livres sont lus par les femmes, 20%, mais les hommes arrivent, il ne faut pas se décourager, ils arrivent. Ils arrivent, je vais vous le dire, parce qu'ils sont quittés. Ils sont quittés. 70% des divorces sont demandés par les femmes. Donc, là aussi, ils ont, comme moi, un choc, un réveil, et ce qui les conduise peut-être à découvrir leur part de féminitude à eux. Et d'être plus à l'écoute. Souvent, la femme se plaint de ne pas être assez à l'écoute. Alors ça, c'est vraiment, toutes ces femmes le disent. Rencontrer un homme qui n'est pas pressé, qui est tourné vers nous, qui s'intéresse à notre sexe. Parce que beaucoup me disent, on voit bien que quand il s'intéresse à notre poitrine, à notre sexe ou à des caresses, c'est comme s'il tirait quelque chose de nous. Vous voyez, comme s'il s'appropriait pour nourrir son propre plaisir ou son propre désir. Ça, les femmes sont très sensibles à ça. Et elles savent bien que quelque part, alors que dans cette rencontre où le donner et le recevoir doit être pris dans un même mouvement, un même flux, elles sentent qu'elles sont un peu dépossédées un peu d'elles-mêmes. C'est pas intentionnel chez les hommes, il ne faut pas les mettre en accusation, mais ça se passe souvent comme ça. Donc, oui, même une caresse, pas une caresse qui prend, pas une caresse qui exige, qui réclame, mais une caresse qui donne, une caresse qui amplifie. Quand je mets ma main sur l'épaule de l'autre, sur son sein, je sens son sein s'agrandir, cette épaule venir vers moi. Alors que si on est dans une tension relationnelle, l'épaule se dérobe ou le sein se retire. Donc être dans... Oui, ça c'est important de le dire. Parce que je crois que la rencontre sexuelle participe de ce double mouvement, mais qui fusionne ensemble, qui est comme une vague du donner et du recevoir, où mon donner est amplifié par l'autre, est agrandi par l'autre, où le donner de l'autre peut être amplifié, agrandi par moi, et lui revenir en écho, lui revenir pour faire, je l'ai déjà dit, ce que j'appelle la fête des corps. Donc il y a bien cette partie d'abandonnement aussi pour l'homme, cette partie féminine qui est généreuse, qui est à l'écoute, qui est inconditionnelle, qui est vraiment là. Et là, il peut y avoir un véritable échange, une véritable communication des corps. Une rencontre, oui, une communication des corps, mais une rencontre, je vais dire, sur les mêmes registres quand le féminin de l'homme va rencontrer le féminin ou le masculin qu'il y a chez la femme, parce que vous voyez, un couple, c'est la rencontre de beaucoup de couples. Féminin, masculin, féminin chez moi, enfin, vous voyez, toutes les combinaisons possibles, et si on peut arriver à cela, le mot-clé, c'est lâcher prise, c'est aussi abandonner toutes les mythologies, j'appelle mythologie, l'ensemble des croyances qu'on a, que j'ai eues, moi, par exemple, la croyance que, par exemple, c'est moi qui étais responsable du plaisir de l'autre. Mais non, ou que l'autre devait être responsable de mon plaisir. Non. Dans un couple, chacun des deux est responsable de son plaisir. Il doit déjà se le donner, pour l'offrir à l'autre. Voilà. Et non pas cette sorte de dynamique, des fois, de captation, d'appropriation, qui existe trop souvent, hélas, dans la rencontre sexuelle. De dogmes, de règles, il faut faire ça et pas ça. On a des croyances, nous avons des croyances, alors que nous avons capté, je sais pas, moi pendant longtemps j'étais persuadé par exemple qu'il fallait lui caresser le sein, sauf que je lui caressais pas, je lui malaxais, elle me disait, tu sais, c'est pas de la pâte à pain. Et je lui disais, je suis pas boulanger, enfin, etc. Mais je n'entendais pas. Beaucoup d'hommes, par exemple, sont persuadés qu'il faut caresser le clitoris, par exemple. Et c'est vrai que le clitoris est très important dans le déclenchement possible du plaisir. Mais chez certaines femmes, il est électrique. Ce qui fait que si on le caresse un peu trop, il devient hypersensible et donc ils vont déclencher l'inverse de ce qu'ils souhaiteraient. Et on vit 10 ans ensemble, on n'en parle pas,
on dort dans le même lit, on a une intimité et on ne parle pas de cela. Oui, c'est ce que je veux dire aussi, que ce qui manque le plus dans la rencontre sexuelle, c'est pas le sexe, je crois qu'il y en a, il y a de la sensualité, il y en a aussi, mais ce sont les mots. Ce sont, prenons le temps de nous parler, et c'est vrai que je vois, moi, jaillit de moi des mots qui sont fous, que je n'ai jamais dit avant, qui sont porteurs à la fois de tendresse, de reconnaissance, d'émerveillement, d'étonnement. Voilà, osons offrir ou déposer ces mots. Voilà, et si on les laisse venir, ils jaillissent comme une sorte d'orgasme de mots qui va s'ajouter à l'orgasme sexuel si on le rencontre. Le tantra parle beaucoup de la respiration, c'est quelque chose que vous avez remarqué aussi Ah oui, ça c'est très important. Merci de me relancer là-dessus, parce que justement quand je montrais tout à l'heure que les femmes devraient pousser, c'est avec leur respiration pousser. Voilà. Ne pas avoir peur. Vous voyez, déjà dans l'expire comme ça, de lâcher prise. Voilà. Et on le voit bien dans la rencontre amoureuse, la respiration s'accélère. La respiration, parce que la rencontre amoureuse est d'ordre vibratoire. Ça, il faut le dire. Elle est d'ordre vibratoire. Parce que qu'est-ce qui fait que je suis attiré par cette femme et pas du tout vers une autre, et que je suis presque très vite dans le désir, dans cette vibration qui me porte, et vers l'autre, non, ça ne vibre pas, ça ne résonne pas, moi, il n'y a pas de retentissement. Donc, dans la rencontre sexuelle, dans l'échange de tous ces langages, parce que, vous savez, c'est le creuset de tous les langages de la communication. Les mots, le corps, les sens, les sentiments, langage de l'inconscient. Il y a beaucoup de peur et le principal obstacle d'ailleurs au plaisir, c'est les peurs qui nous habitent, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas donner du plaisir, peur de ne pas garder l'autre, peur que si on sait que on est venu en second ou en troisième parce que l'autre ou moi ont eu d'autres relations avant, la comparaison. Ça, c'est un cancer de la relation dans la rencontre sexuelle. Est-ce qu'elle a vécu des choses différentes, ou plus ou moins avec un autre que moi, etc. C'est terrifiant, ça, comment on sabote. Ce sont des auto-saboteurs qui vont freiner soit le fait d'être fontaine, soit le fait d'accueillir. Parce que quand un homme j'ai envie de dire, va découvrir une femme fontaine, quelle est sa réaction? C'est parce que ça va colorer, ça va marquer tout le reste de la relation. Le nombre de femmes qui m'ont dit, la première fois où c'est arrivé, mon mari a fait un saut de carpe dans le lit, il m'a dit, ça va pas, t'es malade, tu pisses au lit, enfin, et ça m'a bloqué. Ce n'est que 30 ans plus tard, dans une autre relation, que j'ai pu redécouvrir que j'étais fontaine. Et cet homme me disait, j'ai 62 ans, je suis toujours fontaine. Vous voyez, ça ne m'a plus lâché. Comment, quand le phénomène surgit, et comme il est visible, il est très visible, ça mouille, entre guillemets. Est-ce que l'autre l'accueille, le reçoit ça vraiment comme une marque d'amour, comme un témoignage, on revient sur les mots, de confiance, de lâcher prise, etc. Ou est-ce que ça rejoint des peurs chez lui, ou des schémas tout faits, et le nombre de blocages que ça va entraîner, vous voyez, même des fois, vous voyez, une petite grimace, un tout petit recul, ou il essuie sa main comme si c'était du goudron, ou je sais pas quoi, ou quelque chose de sale. Tous ces petits signes vont bloquer ou libérer l'autre partenaire.
Et j'invite ceux qui m'écoutent à découvrir, à prendre le risque, à prendre le temps, à entrer dans... Ce que j'ai vu, pardon, c'est notre dernière vidéo sur le sujet. Les femmes envoyaient ça à leurs hommes, l'homme envoyait ça à leurs femmes. C'est-à-dire que ça a été partagé entre couples. J'adore. Ah oui, beaucoup m'ont parlé. Beaucoup. Une fois de plus, moi, je rencontre les gens dans les salons de livres, etc. Beaucoup me disent, vous avez sur Internet, etc. On était touchés qu'un homme parle, ose parler, etc. Et c'est vrai qu'ils envoient. Ils envoient comme on dit, une vidéo, je sais pas, ils envoient cette vidéo aux amis, aux gens qu'ils aiment, à des femmes, et parfois d'ailleurs, une plus grande liberté, c'est curieux cela, à l'envoyer à une amie, à une copine, plutôt qu'à sa propre partenaire. Vous voyez, oui, comme la pudeur, que si on envoyait ça, c'est comme si on faisait un reproche indirect. Tu l'es pas, vous voyez, ou tu l'es pas comme il est dit là. Il faut se méfier beaucoup des comparaisons dans l'amour et dans toute relation d'ailleurs. Donc, mais vous l'avez dit, ça circule beaucoup, et les gens se l'offrent comme un cadeau, et tant mieux. Et puis je prétends que plus on en parlera. Alors, je voudrais peut-être terminer là-dessus et dire que je crois que c'est les mères qui devront parler. Et je crois que vous allez rencontrer une femme fontaine pour faire une interview. En Belgique ? Oui. Alors, moi j'ai rencontré une femme qui m'a dit, c'est ma fille qui m'en a parlé. Ma fille avait 27 ans quand elle m'en a parlé pour la première fois. Et je ne sais pas qu'est-ce que ça a ouvert chez moi, mais 3 semaines après, à 52 ans, je devenais fontaine. Magnifique. C'est merveilleux. Comment, vous voyez, quand je disais la transmission se fait de mère à fille, mais peut-être aussi de fille à mère, parce que peut-être que les jeunes femmes d'aujourd'hui ont plus de liberté ou s'autorisent davantage, peuvent parler de femme à femme, à leur propre mère, à leur propre génitrice, etc. Et plus on parlera de ça, plus les hommes à leurs partenaires, même s'ils n'ont pas vécu, mais qu'ils en ont entendu parler, pourquoi pas, voilà, mais j'en ai entendu parler, je ne sais pas si toi-même tu en as entendu parler ou tu as déjà découvert, et souvent ils vont découvrir, on vit depuis 10 ans avec quelqu'un, et il ne nous avait jamais dit qu'il avait découvert, je vois au dernier salon du livre, un homme arrive avec une femme, il feuillette le livre, la femme était un peu en retrait, et lui il regarde, il dit, ah oui, j'en ai rencontré une il y a longtemps, comme ça. Mais dans ce que j'ai entendu, c'est qu'ils n'en ont jamais parlé avec sa partenaire, et cette phrase, c'était pas une phrase d'ouverture pour sa partenaire. Donc, je ne sais pas ensuite comment ils ont pu en parler quand ils sont rentrés chez eux. Mais donc, oser mettre des mots, parce que je continue à penser que ce qui manque le plus dans la rencontre sexuelle, ce sont les mots. Apprendre à se dire et à écouter et à stimuler, inviter l'autre aussi à se dire. Il n'y a pas d'âge, 77 ans, je suppose que vous êtes encore très actif. J'essaie. Ah, vous m'aurez rencontré à 12 ans. Non. Voilà, moi je trouve qu'il n'y a pas de comparaison. Mais peut-être ce qu'il y a de merveilleux, c'est que vous avez quand même plus de possibles que nous. Vous, c'est tout le long de la vie. Et chez les hommes, il y a, avec l'âge, il y a peut-être parfois un peu plus de ralentissement, un peu moins de réactivité, mais ça c'est une question aussi de partage, de stimulation de la part du partenaire et de la rencontre et l'harmonie au sens musical du terme. Parce que je termine, oui, c'est vraiment d'ordre vibratoire. Et c'est un beau cadeau qu'on peut se faire à soi et à l'autre que de partager cette belle découverte d'être source, fontaine. Donc c'est l'effet source. L'effet source, oui. Rencontre avec des femmes fontaines. Aux éditions de l'Homme, dont c'est des éditions québécoises. Et au Québec, les femmes peut-être
J'ai quelques témoignages de femmes québécoises, mais beaucoup d'Européennes surtout, quelques femmes asiatiques, etc. Mais c'est universel, c'est universel. C'est une très bonne nouvelle. Merci Jacques, merci de ce délicieux moment. Merci à vous de votre écoute, de vos stimulations. On vous envoie plein de bisous et d'amour de Paris, en France. Merci, au revoir.